Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Aujourd'hui, pour les 30 ans de la Fête de la Science, nous accueillons Isabelle Vauglin, l'astrophysicienne. Bonjour. Bonjour. Alors, 30 ans de la Fête de la Science, ça démarre aujourd'hui pour une dizaine de jours à Lyon, comme un peu partout en France, avec une année très numérique. En effet, c'est une année très numérique. Ça avait commencé déjà l'an dernier, à la fois à cause des conditions sanitaires qui ont obligé à modifier un petit peu les façons de procéder des ateliers et des différentes activités proposées pendant la Fête de la Science, à cause des conditions sanitaires qui ont obligé à faire ça dès l'an dernier, et en même temps parce que, ma foi, on s'est rendu compte que c'était aussi des moyens qui étaient extrêmement intéressants pour arriver à toucher un public qui peut être un peu éloigné des centres de culture et qui, par ce biais-là, auront accès à des activités qu'ils n'auraient pas eues autrement. Vous êtes l'une des ambassadrices de cette édition. On retient notamment une exposition sur les 30 ans de la Fête de la Science qui reviennent sur 30 années de découvertes scientifiques dans la région Rhône-Alpes. En effet, c'est ce que l'on a essayé de faire et cette exposition est en partie numérique. Il y aura aussi la possibilité de la faire tourner en itinérance avec des panneaux. Et notamment à Saint-Martin-en-Haut, dans la région lyonnaise. Voilà, au moment du lancement de l'inauguration dans le village de Saint-Martin-en-Haut la semaine prochaine, le 7 octobre. Et on a voulu effectivement essayer de profiter de cet anniversaire des 30 ans pour faire un peu un retour sur qu'est-ce qu'ont été ces 30 décennies d'activité scientifique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bien évidemment, on s'est rendu compte que c'était très riche. Il a fallu choisir 30 sujets, mais ça a été difficile, il y en avait beaucoup, beaucoup plus. Et ça nous a permis de voir justement... on retient notamment la grotte Chauvet, on retient... Par exemple, la grotte Chauvet, on retient aussi qu'est-ce que, au moment de vous dire, je vais avoir oublié, mais vraiment des découvertes plus pointues sur les ondes gravitationnelles notamment aussi. Oui, c'est vrai, il y a les mirages gravitationnels, un laboratoire de physique nucléaire qui a travaillé, le laboratoire des matériaux avancés, qui a fourni les miroirs des détecteurs d'ondes gravitationnelles, Virgo et LIGO. Et c'est fait en Rhône-Alpes, ça, ce sont des activités qui sont faites en Rhône-Alpes. Il y a aussi, c'est vraiment dans tous les domaines, il y a les avancées qu'il y a eu sur la connaissance du cerveau et les rythmes chronobiologiques du sommeil. Et il y a des tas de choses comme ça qui sont spécifiques à la région et que, sous sa forme numérique, tout le monde pourra découvrir à partir du site de la Fête de la Science où elle est disponible. Pour les passionnés de l'espace, on a vécu une année assez fantastique. On pourra en revivre une partie d'ailleurs à la région avec une exposition La Terre vue du ciel avec les photos de Thomas Pesquet depuis son voyage autour de la Terre. On se souvient aussi du rover sur Mars, on se souvient de ces voyages habités, touristiques autour de l'espace. Est-ce qu'on peut attendre une année 2022 aussi riche ? Dans l'espace, oui, il y a toujours des tas de nouveautés. Il devrait y avoir... il y a toujours... Alors, pour ce qui est spécifiquement de l'astronautique, il y a le voyage de Bepi Colombo vers Mercure. Il n'arrivera pas en 2022, mais il va poursuivre sa trajectoire, qui est une trajectoire extrêmement difficile à contrôler à cause de la proximité du Soleil. Il y aura les résultats de Persévérance qui est arrivée sur Mars, d'InSight, qui est la sonde martienne qui veut essayer de savoir s'il y a encore une activité sismique sur Mars. Il y a la sonde JUICE qui va qui va progresser. Elle ne sera pas lancée non plus en 2022, mais elle va progresser, qui devrait partir vers Europe, le satellite de Jupiter,
sous lequel il est entouré d'une gangue de glace et probablement sous cette gangue de glace, avant le noyau, il y a un océan liquide qui pourrait potentiellement avoir les conditions qui sont propres au développement de la vie. Donc ce serait... Ça pourrait être une année exceptionnelle si c'était Oui. le cas. Pour ce qui vous concerne, vous allez travailler à la création d'un nouveau télescope avec un défi énorme puisqu'il s'agit de le poser dans la base française en Antarctique où il devra fonctionner par moins 85 degrés. En effet, je suis instrumentaliste infrarougiste, c'est-à-dire que je participe au développement de moyens d'observation dans ce domaine de longueur d'onde particulier qui est l'infrarouge, qui est une lumière qui n'est pas accessible par l'œil humain, mais qui est extrêmement utile pour sonder en particulier toutes les zones obscurcies par la poussière invisible. Les longueurs d'onde infrarouges arrivent à passer à travers cette poussière interstellaire. Et donc développer un télescope pour le mettre là-bas, c'est parce qu'il s'avère que le site de la base franco-italienne, la base continentale de Concordia, sur le site du Dôme C, est un site qui est extraordinairement bon pour l'astronomie, avec des conditions atmosphériques que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et du coup, on voudrait vraiment essayer d'exploiter au mieux ces conditions exceptionnelles qui placent le site à des qualités intermédiaires entre l'atmosphère habituelle sur Terre et l'espace. Et on a la chance d'avoir une agence polaire qui est capable de pouvoir maintenir des hommes en vie et des activités scientifiques tout au long de l'année, y compris en hivernage. Mais la contrepartie, c'est d'être capable de faire fonctionner ces instruments scientifiques, les télescopes, les caméras qui vont autour et tout ça, à des températures qui ne passent jamais au-dessus de moins 20 degrés et qui descendent jusqu'à moins 85. Donc il y a plein de technologies nouvelles à inventer, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Quand on parle de la base Concordia, c'est un bon exemple de l'excellence française en matière de recherche. Excellence dont on parle surtout au passé. On sait que la France décline dans les classements internationaux de recherche. Est-ce que les plans de relance annoncés ces derniers mois pour l'après-Covid peuvent relancer la recherche française ? On espère, parce qu'effectivement, il y a vraiment besoin. C'est pas un mythe. Le financement de tous les domaines, pas seulement l'astrophysique, tous les domaines de recherche ont vu leur crédit régulièrement diminuer depuis 2 ou 3 décennies. On arrive à des situations maintenant qui sont extrêmement tendues. Entre autres, l'agence polaire française, l'IPEV, a de réelles difficultés de ressources financières et humaines. C'est extrêmement dommage. La France est effectivement la seule nation avec les États-Unis et son partenaire italien, c'est une base franco-italienne. On est les seuls à être capables de faire tourner des stations toute l'année. C'est un savoir-faire français unique. Et il ne faudrait pas qu'il soit mis en péril par une continuelle descente de financement. Il y en a besoin, on espère. On fait appel au gouvernement pour qu'effectivement il finance. Il faut aussi financer. Le problème, c'est qu'il faut financer non pas des recherches dues à une urgence. Il fallait faire les recherches sur le Covid, c'est indéniable, il n'est pas question de le remettre en question. Mais la recherche fondamentale a un besoin fondamental aussi de financement, parce que c'est elle qui va nourrir la recherche appliquée dans le futur. Et on ne sait pas. Et là-dessus, il n'y a pas eu de progrès annoncé. Pas vraiment, on attend. Pas vraiment, avec beaucoup de d'espoir. communication, mais pas d'effet annoncé. On note quand même que les budgets en matière de recherche publique, la France est descendue au 10e rang au niveau européen en termes d'investissement. Ce qui est clairement pas digne du rang que la France pouvait avoir en matière de recherche. Tout à fait. Tout à fait. C'est un réel problème parce que je pense que les chercheurs et chercheuses dans tous les domaines, ce sont des gens passionnés. Ils sont prêts à s'investir mais pleinement et ils continuent à le faire, y compris avec des moyens extrêmement limités. Mais
il y a un moment où on n'y arrive plus. On passe tellement de temps à essayer de chercher des financements pour soutenir nos projets, les projets que l'on a. La plupart du temps, ça n'aboutit pas. C'est énormément de temps perdu. C'est très dommage. C'est vraiment très dommage. Un dernier mot, vous avez reçu cette année la médaille de l'égalité. Vous êtes très investi dans le milieu associatif, notamment pour inciter les jeunes filles à faire de la recherche scientifique. Il y a besoin de femmes dans la science ? Oui, je crois. Effectivement, je suis membre de l'association Femmes et Sciences qui essaye d'inciter les jeunes filles à se diriger vers des filières d'études puis des métiers scientifiques. Il y a énormément de domaines scientifiques dans lesquels il y a un très gros manque de femmes et je pense que nous avons dans les conditions actuelles au niveau de la planète des défis énormes à relever pour garder cette planète vivable, parce que nous n'avons pas de plan B. En tant qu'astrophysicienne, je peux vous certifier que nous n'avons pas de plan B. Même si on a trouvé beaucoup d'exoplanètes, nous ne pourrons pas y aller. Et il est indispensable de ne pas se priver du talent des femmes. 50% des neurones de l'humanité appartiennent au cerveau des femmes, comme disait Vera Rubin, une astrophysicienne que j'aime beaucoup. Isabelle Vauglin, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.